Bonjour à tous, c'est Dr Malzoug. Je suis assistant en infectiologie au CHU d'Oran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le TD du syndrome méningé. J'ai l'habitude de faire ce TD de façon interactive avec les étudiants, mais compte tenu de la situation sanitaire actuelle du pays, ça va être plutôt une sorte de monologue virtuel. Donc on va commencer. C'est quoi les buts de ce TD? Donc c'est de reconnaître c'est quoi un syndrome méningé. On devra, à partir de ce TD aussi, reconnaître les situations d'urgence et comment les juguler. On devra connaître aussi les indications et contre-indications de la ponction lombaire et quelle va être notre démarche pour avoir un diagnostic étiologique. C'est quoi un syndrome? C'est un ensemble de signes cliniques et méningés en rapport avec les méninges qui sont la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère. On parlera de méningite quand on a une atteinte des méninges isolés. Encéphalite, c'est l'atteinte de l'encéphale. Méningo-encéphalite, c'est l'atteinte des deux. Donc c'est quoi le syndrome méningé? C'est tout simplement le résultat d'une inflammation des méninges qui peut être causée soit par une origine infectieuse ou bien non infectieuse. Pour les origines infectieuses, qu'elles soient bactériennes, virales, mycosiques ou parasitaires, et non infectieuse, elle peut être d'origine carcinomateuse, hémorragie méningée, etc. Tout syndrome méningé doit être considéré comme une urgence médicale. Le syndrome méningé se manifeste par des signes fonctionnels et d'autres physiques. Il est généralement fébrile quand l'origine est infectieuse, le plus souvent apyrétique dans les autres cas. Je dis bien généralement parce qu'on peut avoir des exceptions de part et d'autre. Donc on va commencer par les signes fonctionnels. Le premier signe, ce sont les céphalées. C'est le signe le plus constant, il est d'apparition brutale. Donc on peut avoir des céphalées qui sont diffuses en casque ou bien elles peuvent être localisées. Elles sont intenses, majorées par toute stimulation externe et un point important, c'est qu'elles soient rebelles aux antalgiques. Ça les différencie d'autres céphalées, par exemple comme les migraines qui répondent bien au traitement antalgique. Ces céphalées peuvent irradier vers le rachis cervical donnant des cervicalgies. Le deuxième signe fonctionnel, ce sont les vomissements. Ils sont inconstants, faciles et rangés, c'est-à-dire qu'ils ne surviennent pas dans un effort de vomissement. Et ils sont sans rapport avec les repas. Ils sont précoces et contemporains des céphalées et sont favorisés par les changements de position. Donc, céphalées et vomissements, avec leurs caractéristiques qu'on vient de voir, ils témoignent d'une hypertension intracrânienne. Le troisième signe, c'est la constipation qui complète le classique trépied méningitique. Mais généralement, sa valeur sémiologique reste discutable vu qu'elle est inconstante. Elle peut être remplacée par des diarrhées ou bien un transit normal. Donc, si elle est présente, c'est bien, elle va renforcer le diagnostic. Mais si elle est absente, elle ne va pas éliminer le diagnostic. Donc, quand vous entendrez parler de trépied méningitique, c'est céphalée, vomissement, constipation. Maintenant, on va passer aux signes physiques. On a la posture méningée ou bien la posture en chien de fusil. C'est une posture qui est caractéristique, mais elle n'est pas pathognomonique du syndrome méningé. On peut la retrouver dans d'autres étiologies, comme par exemple la pancréatite. On va ouvrir une petite parenthèse. C'est quoi un chien de fusil? Un chien de fusil, c'est ce bout métallique qui est à l'arrière du fusil. Il est un peu en forme de S. C'est un peu la position que va adopter le patient, comme vous le voyez sur l'image. Pourquoi cette petite parenthèse? Parce que nous, quand on était externe, par exemple, quand on nous a parlé de la position en chien de fusil, on nous a parlé de chien de chasse. Quel ptassier là? Alors que ça n'a rien à voir avec l'animal. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, on y revient. Donc on revient à notre sujet. Donc la posture méningée, on a le patient qui est allongé en décubitus latéral, la tête elle est rejetée en arrière fortement, elle imprime sa marque sur l'oreiller, les bras et les jambes en demi-fléchis, le dos tourné vers la lumière. Deuxième signe, c'est un signe qui est capital, c'est la raideur de la nuque. La raideur méningée, c'est une contracture réflexe des muscles spinaux secondaires à l'irritation méningée. C'est un signe capital qui doit être reconnu au terme d'un examen doux qui met le patient à l'aise. On insiste sur ce point parce qu'un examen brutal ou si le patient il n'est pas à l'aise ou si on ne lui explique pas ce qu'on va lui faire, il ne va pas être coopérant
Donc un patient qui n'est pas coopérant peut se contracter tout seul et on aura l'impression que c'est une raideur de la nuque alors que c'est peut-être pas ça. Donc le patient doit être décontracté et relâché. Donc comment on va apprécier cette raideur de la nuque? On va d'abord expliquer au patient et lui demander de se laisser faire et de se relâcher complètement. On va glisser avec précaution la main sous la nuque et on va faire une flexion progressive de la nuque sur le tronc. Ça va faire apparaître une résistance qui va aboutir rapidement à un blocage. Ce blocage, il est douloureux, il est invincible. Invincible, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce point de blocage. On ne peut pas forcer plus. Et reproductible, ça veut dire que si on fait la même manœuvre, on va aboutir au même résultat. C'est-à-dire si deux examinateurs vont faire le même geste, ils vont avoir le même résultat. Par contre, les mouvements de rotation et de latéralité de la tête, qu'ils soient limités ou non, s'avèrent toujours possibles et indolents. Là, ça va différencier la raideur de la nuque avec d'autres pathologies, comme par exemple le torticolis. Le torticolis, c'est une contracture des muscles du cou, surtout le sternocléidomastoïdien, où là, les mouvements de latéralité sont douloureux. Le signe de Kernig. Le signe de Kernig, il y a plusieurs façons de le rechercher. Soit on demande au patient de s'allonger, puis de se mettre en position assise sans s'aider avec ses mains. De se mettre assis directement. Là, il va par réflexe fléchir les genoux. Ou bien, on demande au patient de s'asseoir, ou plutôt de s'allonger en décubitus dorsal, et on va soulever le membre inférieur en extension. À un certain point, il y aura apparition de douleur et flexion réflexe du genou. Ou bien on peut faire le réflexe contraire, c'est-à-dire on va fléchir le genou, puis commencer à faire son extension passive. Il y aura une certaine douleur. On va voir une vidéo illustrative. Donc lui, il a choisi de faire la flexion du genou, puis commencer l'extension. Là, il a mal. Le signe de Brudzinski, il comprend deux éléments. Le réflexe contralatéral identique. Il se recherche en décubitus dorsal. La flexion passive d'un membre inférieur va entraîner la flexion de l'autre membre. Ou bien, on fait une flexion passive de la nuque sur le tronc. On va avoir une flexion des jambes sur les cuisses et la flexion des cuisses sur le tronc. Donc voilà, on va avoir une vidéo qui va illustrer tout ça. Donc vous voyez, la flexion de la nuque va entraîner la flexion des genoux et des cuisses. C'est un mouvement qui est involontaire. Cinquième élément du syndrome méningé physique, les troubles vasomoteurs ou ce qu'on appelle la raie méningétique de Trousseau. Donc en appuyant d'une pointe mousse sur la peau, il se dessine une raie blanchâtre qui rougit ensuite avant de s'effacer. Et enfin, l'exagération de la sensibilité, où la sensibilité sensorielle est accrue à toute stimulation externe. On observe une photophobie, c'est-à-dire que le patient ne va pas supporter la lumière, une phonophobie, c'est qu'il ne supporte pas le bruit, et une hyperesthésie cutanée où les moindres contacts est ressenti de façon douloureuse. Donc après avoir vu les signes fonctionnels et les signes physiques du syndrome méningé, une fois qu'on aura examiné notre patient et qu'on aura retrouvé ces signes, bien évidemment, on ne va pas retrouver tout le tableau complet. On peut avoir quelques signes fonctionnels et quelques signes physiques. Après ça, il faudra faire une ponction lombaire. Pourquoi? Parce que le premier diagnostic qu'on devra éliminer, c'est bien évidemment la méningite qui est une urgence médicale. Donc, on devra faire une ponction lombaire pour affirmer ou infirmer ça. Après avoir éliminé une contre-indication. Donc, parmi les contre-indications de la ponction lombaire, on a les troubles de l'hémostase, bien évidemment. Une infection cutanée au regard du point de ponction. Si par exemple on a un zona lombaire, on ne va pas faire la ponction lombaire au risque d'introduire le germe au niveau du LCR. Une instabilité hémodynamique, bien évidemment un patient qui est en hypotension ou qui fait des troubles hémodynamiques ou respiratoires, on doit le stabiliser avant de faire la ponction lombaire.
Et là, généralement, je demande à mes étudiants et ils répondent l'HIC ou l'hypertension intracrânienne. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les céphalées et les vomissements avec leurs caractéristiques témoignent d'une HIC. Donc si on n'a pas d'HIC, on n'aura pas de syndrome méningé comme on l'a vu. Donc la terminologie elle n'est pas très exacte. Ce n'est pas l'hypertension intracrânienne qui contre-indique la ponction lombaire, c'est plutôt le degré de l'hypertension et surtout le risque d'engagement cérébral. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'engagement cérébral de façon très simplifiée et très schématique. Vous allez imaginer le cerveau, la boîte crânienne comme une boîte c'est de l'os qui est inextensible et elle contient le cerveau, les méninges, le LCR, etc. Supposons qu'on a un élément extérieur, un œdème cérébral, un abcès cérébral ou par exemple quelque chose qui va créer une pression sur le cerveau. Donc, on va imaginer par exemple un abcès cérébral ou une inflammation importante, un œdème cérébral. Ça va comprimer le cerveau. Le cerveau il se retrouve soumis à une pression qui est forte dans une boîte qui est inextensible. Donc déjà, il est soumis à une pression. Nous, si on va faire la ponction lombaire, on va créer une sorte de brèche où le cerveau il va essayer de passer avec les composantes à travers le trou occipital. Le trou occipital, il se retrouve en bas. Donc le cerveau, il va essayer de passer par là, mais il ne va pas pouvoir passer par là et ça va entraîner la mort du patient. Donc c'est le risque d'engagement qui va contre-indiquer la ponction lombaire et non pas juste l'HIC. Bon, anatomiquement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est juste pour vous schématiser, pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, pour éviter ce risque d'engagement, ou plutôt pour l'objectiver, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit demander un fond d'œil ou un scanner? Là, j'aurais aimé que les étudiants me disent ce qu'ils en pensent et comment chacun voit la chose. Mais vu que c'est un monologue, je vais expliquer encore une fois un peu ce qui se passe. Le fond d'œil. Le fond d'œil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer les signes indirects d'une hypertension intracrânienne, à savoir, il va montrer l'œdème papillaire. Mais le fond d'œil peut être normal au tout début, ou bien il peut être pathologique sans qu'il y ait un rapport avec une HIC. Il y a d'autres pathologies où on peut avoir un œdème papillaire. Ce qui fait qu'il n'est plus indiqué systématiquement comme avant. Auparavant, c'est avant chaque PL, on faisait un fond d'œil systématique, mais ce n'est plus le cas. Toutefois, maintenant, l'indication du scanner cérébral, elle dépend de la présence des signes neurologiques. Je m'explique. Si on a un patient qui présente n'importe quel signe neurologique, à savoir des signes de focalisation comme par exemple un strabisme, une hémiplégie, d'autres signes neurologiques comme des troubles de la conscience avec un score de Glasgow inférieur à 11, des convulsions partielles ou généralisées. Si on a la présence d'un de ces signes neurologiques, c'est l'indication d'emblée du scanner cérébral. Il va objectiver directement s'il y a un risque d'engagement ou non, si on peut pratiquer une ponction lombaire ou non. En l'absence de signes neurologiques, on peut faire un fond d'œil comme on peut faire la ponction lombaire directement. Comment on pratique la ponction lombaire? Soit le malade il est allongé au niveau de son lit en décubitus latéral plié en avant de sorte que la lordoise lombaire soit éliminée, ou bien il est assis sur le bord du lit ou bien sur le bord de la chaise. Donc elle se fait dans des mesures d'asepsie rigoureuse. On procède d'abord à la désinfection de la région visée. Bien évidemment, c'est important pour éviter d'introduire des germes et causer une méningite iatrogène. Pour repérer le point de ponction, c'est facile. On va palper les deux crêtes iliaques, le sommet des deux crêtes iliaques, et on va tracer imaginairement une ligne horizontale qui va être perpendiculaire avec les vertèbres. Donc le point de ponction, il est situé au-dessous de cette ligne, entre les apophyses épineuses de l'espace L4, L5 ou L5, S1. Donc l'aiguille elle est enfoncée perpendiculairement à la peau, parfois légèrement vers le haut. Le mandrin est ensuite retiré et le LCR va s'écouler.
Les prélèvements sont enveloppés dans du coton et rapidement envoyés au laboratoire. Parce que si on laisse le prélèvement trop longtemps, il y a des germes qui sont fragiles, notamment le méningocoque, qui peuvent être détruits rapidement, ou bien on peut avoir une liste de certaines cellules comme les polynucléaires. Donc voilà, on prélève généralement 5 tubes, on fait plusieurs études du LCR. D'abord, on a l'aspect du LCR, c'est qu'est-ce qu'on voit? Le LCR il peut être clair, trouble, purulent, jaune citrin, hématique. On, on- on peut aussi voir si le LCR il est hypertendu, normotendu ou hypotendu. Hypotendu, généralement, c'est quand il y a une déshydratation, et hypertendu quand on a une HIC importante. La cytologie du LCR, c'est le nombre d'éléments par millimètre cube, le type d'élément, qu'il soit polynucléaire, neutrophile, lymphocytaire, et la prédominance de ces éléments. Est-ce que c'est une prédominance lymphocytaire ou polynucléaire, ou bien mixte, ou ce qu'on appelle la formule panachée. C'est-à-dire que les lymphocytes et les polynucléaires neutrophiles sont 50-50, à parts égales. La biochimie, on peut apprécier la glycorachie, la protéinorachie, la chlorurorachie ou les lactates. La bactériologie, on va voir à travers l'examen direct et la coloration de grammes si on peut voir des bactéries, aussi la culture du LCR. On peut avoir aussi la recherche d'antigènes solubles, c'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher la bactérie directement, mais rechercher quelques composantes de cette bactérie. On peut avoir recours à d'autres études du LCR selon le contexte clinique et épidémiologique. Recherche de cellules carcinomateuses, une néoplasie est suspectée. On peut rechercher par exemple le cryptocoque qui est une levure chez un terrain immunodéprimé comme le VIH par exemple. On peut avoir recours à des techniques d'amplification génique comme la PCR, etc. Pour les caractéristiques normales d'un LCR, donc l'aspect il est clair en eau de roche, la cytologie entre 0 et 4 lymphocytes par millimètre cube. On parlera donc de méningite si les éléments sont supérieurs à 10 mm3 en Algérie. En France, il parle à partir de 5 éléments par millimètre cube. La protéinorachie, elle est entre 0,2 à 0,4 g par litre ou bien inférieure à 0,5 g par litre ou 50 mg par décilitre. La glycorachie, elle est généralement supérieure ou égale à la moitié ou des 2/3 de la glycémie. Donc vous allez retrouver dans certains bouquins les 2/3, mais nous on travaille généralement avec la moitié de la glycémie. Là, on va poser la question comparée à la glycémie. Mais quelle glycémie? C'est la glycémie veineuse du patient au moment de la pratique de la ponction lombaire. C'est-à-dire qu'une fois on va pratiquer l'APL, on va faire en concomitance une glycémie veineuse pour comparer la glycorachie à la glycémie veineuse. Pour ce qui est du diagnostic étiologique des méningites purulentes et des méningites à liquide clair, je pense que vous avez vu ça au niveau de vos cours théoriques, donc je pense qu'on ne va pas trop s'étaler là-dessus. On va toutefois récapituler rapidement, plutôt résumer, les deux méningites purulentes les plus fréquentes, à savoir la méningite à méningocoque et la méningite à pneumocoque. Je vais ouvrir un peu une petite parenthèse. Donc, dans les maladies infectieuses, généralement, on a deux gros chapitres de maladies. Soit ce sont des maladies qui sont à caractère épidémique et contagieuses et elles ont une prise en charge spéciale, ou bien ce sont des maladies qui surviennent sur terrain ou avec une porte d'entrée et qui ont une certaine conduite thérapeutique aussi particulière. Pour ce qui est des maladies à caractère épidémique ou des maladies contagieuses, comme par exemple la méningite à méningocoque, donc dans la prise en charge, ce qui est important à mettre en évidence, c'est la déclaration obligatoire de la maladie, l'enquête épidémiologique avec dépistage de l'entourage et leur prise en charge, et bien sûr l'isolement du patient. Donc si on a un patient qui a une pathologie contagieuse et qu'on ne l'isole pas, on va avoir d'autres cas similaires, notamment au niveau de l'hôpital, parmi le personnel soignant ou les colocataires de chambre.
Et si on ne dépiste pas l'entourage, ben, on aura traité un cas et on aura laissé plusieurs cas en dehors de l'hôpital qui vont contaminer d'autres cas et c'est le déclenchement de l'épidémie. Quant aux pathologies qui surviennent sur terrain, dans la prise en charge, qu'est-ce qu'on devra faire? C'est la prise en charge du terrain ou de la porte d'entrée. Si on ne prend pas en charge la porte d'entrée, le malade va récidiver et on n'aura rien fait pour lui. On va donc résumer rapidement la méningite à méningocoque. Donc sur le plan épidémiologique, c'est une méningite qui survient chez les sujets jeunes, à savoir l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune. Elle a un caractère épidémique, donc elle survient surtout dans les collectivités, là où il y a la promiscuité, à savoir les prisons, les dortoirs, les crèches, les cités universitaires, etc. La porte d'entrée, elle est généralement pharyngée. Sur le plan clinique, on peut avoir le tableau d'un syndrome méningé fébrile. Il y a une particularité clinique que vous avez vue sûrement au niveau de votre cours, c'est le purpura fulminant. On en parle rapidement et brièvement. Donc c'est l'extrême urgence infectieuse. C'est une sorte de sepsis à méningocoque. Donc quand est-ce qu'on doit le suspecter? C'est quand on aura des taches purpuriques siégeant au niveau des membres inférieurs ou elles peuvent siéger ailleurs. Ce sont des taches purpuriques qui s'étendent rapidement au niveau de leur diamètre et qui deviennent rapidement nécrotiques, évoluant dans un contexte fébrile. Là, c'est l'extrême urgence. Et le traitement doit être instauré d'emblée et en urgence, sans attendre la ponction lombaire, sans attendre de faire des prélèvements, et même si on est loin de l'hôpital. Donc tout purpura fébrile doit être considéré comme purpura fulminant jusqu'à preuve du contraire. Et le patient doit bénéficier d'un traitement antibiotique en urgence. Il doit recevoir sa première dose avant d'être envoyé dans un milieu de soins adapté. Si c'est un purpura fulminant, au moins vous aurez sauvé une vie. Si c'est un autre diagnostic, une dose d'antibiotique, ça ne va pas le tuer. Je ne vais pas trop vous embrouiller parce qu'on peut avoir des méningites à méningocoque sans purpura fulminant, comme on peut avoir un purpura fulminant sans atteinte méningée, comme on peut avoir une association des deux. On ferme la parenthèse du purpura fulminant et on revient à notre méningite à méningocoque. Donc sur le plan paraclinique, le LCR, comment on va le trouver? Ça sera généralement un LCR qui est trouble ou purulent, avec des éléments à prédominance polynucléaire neutrophile. La biochimie, on aura une hypoglycorachie et une hyperprotéinorachie. L'hypoglycorachie, c'est généralement en rapport avec les bactéries qui vont consommer le glucose dans le LCR. À l'examen direct, on retrouvera un cocci gram négatif. Rappelez-vous, le deuxième nom du méningocoque, c'est le Neisseria meningitidis. Donc, gram négatif, Neisseria. Dans la prise en charge, bien évidemment, ça sera l'hospitalisation. Et vu qu'on a dit que le méningocoque, il est contagieux, donc on va appliquer le protocole des maladies contagieuses, à savoir l'isolement du patient, la déclaration obligatoire de la maladie et l'enquête épidémiologique de l'entourage et leur prise en charge. Ils pourront bénéficier d'un traitement prophylactique ou bien d'une vaccination. Vous détaillez ça dans votre cours. Maintenant, on va passer à la méningite à pneumocoque. Donc, sur le plan épidémiologique, la méningite à pneumocoque, elle touche généralement le sujet immunodéprimé, que l'immunodépression soit d'ordre physiologique, à savoir l'immunodépression liée à l'âge. Quels sont les âges immunodéprimés? Ce sont les âges extrêmes, à savoir le nourrisson ou le sujet âgé, ou bien l'immunodépression pathologique, qu'elle soit congénitale ou acquise, à savoir le VIH, les patients sous traitement chimiothérapie, corticothérapie au long cours, le splénectomisé, etc. Ou bien elle peut survenir quand il y a une brèche ostéoméningée suite à un traumatisme crânien par exemple,
ou lorsqu'il y a une infection ORL traînante qui est maltraitée, comme par exemple une otite ou bien une sinusite chronique, etc. À noter que la méningite à pneumocoque n'est pas contagieuse et j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi. Je vous donnerai la réponse ultérieurement. Normalement, vous avez la réponse devant vous. Sur le plan clinique, on a le syndrome méningé fébrile. La particularité de la méningite à pneumocoque, c'est qu'il donne une forme des signes neurologiques plus que le méningocoque. Donc généralement, on a d'emblée des convulsions ou bien un strabisme, des signes neurologiques plus fréquents que dans la méningite à méningocoque. En paraclinique, la ponction lombaire va retrouver l'aspect d'une méningite bactérienne, à savoir liquide trouble ou purulent à prédominance polynucléaire neutrophile, hypoglycorachique, hyperprotéinorrachique. Et l'examen direct va retrouver un cocci gram positif. Rappelez-vous pour vous aider dans vos examens, gram positif pneumocoque. Positif pneumocoque. Dans la prise en charge, vu que c'est une pathologie qui n'est pas contagieuse, mais elle survient sur terrain, donc on va essayer d'équilibrer, on va dire, le terrain, dans la limite du possible. Si par exemple le patient il est diabétique, on va essayer d'équilibrer son diabète. Si par exemple il est splénectomisé ou immunodéprimé, donc il est à risque, on va proposer la vaccination antipneumococcique. Si on a une brèche ostéoméningée, bien évidemment, il faudra la prendre en charge et la colmater, autrement le patient va récidiver. Donc voilà, ça c'est les deux méningites les plus fréquentes bactériennes. On peut avoir d'autres méningites bactériennes comme la méningite Haemophilus qui se voit chez l'enfant, mais vu la vaccination, on la voit de moins en moins. La méningite à Listeria monocytogenes, c'est une méningite qui est particulière et qui peut prendre plusieurs aspects et elle évolue généralement de façon subaiguë, et vous l'avez sûrement vu dans votre cours. La méningite tuberculeuse aussi qui survient de façon subaiguë avec installation progressive des céphalées, une altération de l'état général des signes neurologiques. Et dans le LCR, on va retrouver un LCR qui est lymphocytaire, hypoglycorachique, hyperprotéinorrachique et qui est généralement clair. Pour ce qui est des méningites virales, généralement, elles sont d'évolution bénigne. Le SR, il va montrer une méningite à liquide clair lymphocytaire, normoglycorachique et normoprotéinorrachique, ou parfois la protéinorragie peut être modérément élevée, inférieure à 1 g par litre. Le traitement, il est généralement symptomatique et l'évolution, elle est favorable spontanément. Toutefois, parmi les méningites virales qui constitue une urgence de diagnostic et urgence thérapeutique, c'est la méningite herpétique. Donc comment elle se manifeste? Elle se manifeste par des troubles du comportement d'apparition brutale évoluant dans un contexte fébrile. Le patient, il est entre guillemets normal, il va commencer rapidement à faire des troubles du comportement, des hallucinations, notamment des hallucinations auditives, visuelles, mais aussi olfactives. C'est-à-dire qu'il va sentir des odeurs que les gens de son entourage ne vont pas sentir. Donc au niveau de la ponction lombaire, on va retrouver le profil du méningite viral, à savoir lymphocytaire, normoglycorachique, et la protéinorragie peut être modérément élevée. Là, c'est une urgence de diagnostic et surtout thérapeutique. C'est le traitement par l'acyclovir en injectable. Le pronostic dépend de la rapidité et de la précocité du traitement. Les lésions peuvent apparaître tardivement dans le scanner, elles sont plus précoces au niveau de l'IRM cérébral. Elles peuvent montrer des lésions des cortico-hémorragiques fronto-temporales. Pour ce qui est des traitements et de la durée des traitements, donc vous avez vu ça en cours normalement, on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Et les durées de traitement dépendent des références. Donc en France, ils ont tendance à réduire la durée des traitements IV, comme par exemple la méningite à pneumocoque qui peut être traitée chez eux durant 7 à 10 jours, alors que chez nous c'est généralement 14 à 21 jours. Pour la méningite à méningocoque, eux, ils traitent 4 à 7 jours. Chez nous, on traite généralement de 7 à 10 jours. Donc pour les molécules, etc., je vous laisse voir ça durant votre cours théorique.
Quand est-ce qu'on devra administrer une antibiothérapie en urgence? C'est quand on suspecte un purpura fulminant, si on a un état de choc hémodynamique ou un coma. Voilà, donc on a vu l'urgence infectieuse qui est la méningite. Maintenant, on va passer à d'autres pathologies qui peuvent donner un syndrome méningé, comme par exemple l'hémorragie méningée qui va donner un début brutal avec un syndrome méningé incomplet, avec des signes neurologiques. Et généralement, on n'a pas de fièvre, on peut avoir des fébricules. Donc le scanner cérébral, généralement, il peut poser le diagnostic. Si on pratique la ponction lombaire, on peut avoir un liquide qui est hématique. Pour le différencier d'un traumatisme, le liquide va rester hématique dans tous les tubes qu'on prélève. Alors que si c'était un incident de ponction, le premier tube, on aura le liquide qui est hématique, mais il va s'éclaircir avec les autres tubes. Le méningisme, c'est quoi? Donc, c'est la présence d'un syndrome méningé, qu'il soit physique et ou fonctionnel, avec un LCR qui est normal. C'est-à-dire, on a un syndrome méningé, cliniquement, mais quand on fait la ponction lombaire, elle revient normale. On peut retrouver ça dans certaines infections, par exemple une otite ou bien une angine pultacée, une sinusite, un abcès dentaire, un phlegmon, une pneumopathie franche, lobaire aiguë, etc. Pour ce qui est de la méningite décapitée, c'est lorsqu'un patient a reçu des antibiotiques avant la pratique de ponction lombaire. Donc le LCR, il va être un peu chamboulé par cette antibiothérapie. On va donner un exemple clair pour que vous compreniez mieux. Supposons qu'un patient présente, on va dire, une pharyngite. Donc il a des céphalées, il a de la fièvre, on va dire il a peut-être une petite raideur de la nuque. Il va passer chez le médecin. Donc le médecin, il va objectiver une pharyngite. Il ne va peut-être pas penser à une méningite directement, il va le mettre sous amoxicilline 2 grammes par jour. Le patient, il va prendre ces 2 grammes par jour alors qu'il est en train de faire une méningite. Cet antibiotique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire le méningocoque, mais la dose, elle est insuffisante pour traiter la méningite. La méningite, son traitement chez l'adulte, c'est 12 grammes par jour. Alors que la pharyngite, par exemple, on a dit qu'il lui aura donné 2 grammes par jour. Donc les 2 grammes, ils sont insuffisants pour traiter complètement la méningite, mais ils vont, on va dire, nettoyer entre guillemets le LCR. Donc au lieu d'avoir un LCR qui est purulent, on peut avoir un LCR qui est clair ou légèrement trouble. Donc les signes aussi, ils vont un peu s'atténuer sans disparaître rapidement. Donc l'évolution, elle va être un peu trompeuse. Donc même au niveau du LCR, les bactéries peuvent être détruites. Donc l'examen direct, qu'est-ce qu'il va montrer? Il peut ne pas montrer de bactéries. Là, c'est l'intérêt de la recherche d'antigènes solubles. On va rechercher des fragments de bactéries pour orienter le diagnostic. Voilà, on arrive à la fin de ce TD. Donc c'est un TD qui est très simple et qui est fait d'habitude de façon interactive pour voir l'étudiant comment il raisonne et qu'est-ce qu'il doit retenir de façon pratique devant le patient. Donc une fois à la fin du TD, vous saurez reconnaître c'est quoi un syndrome méningé cliniquement, vous saurez éliminer les situations d'urgence, indiquer la ponction lombaire et quand demander un scanner cérébral, et en complément avec votre cours, comment prendre en charge ce syndrome méningé. Donc voilà, je vous laisse mon email si jamais vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, etc. Je vous souhaite bon courage.